Mais pourquoi attendre d'avoir un AVC? Pourquoi attendre d'avoir un cancer pour décider de changer et d'aller sur les bons rails? C'est ma stratégie, plutôt à moi. Je me mets plutôt en amont dans la prévention qu'en aval. À ce moment-là, je vais être dans un programme qui va être dynamogénique. Parce qu'en fait, tout est là. Si j'ai un projet, celui de rajeunir, ou si j'ai un projet, celui de perdre du poids, si j'ai un projet, peu importe le projet que j'ai, si j'ai un projet, je donne du sens à ma vie. Je vais passer par la case alimentation, je vais perdre quelques kilos, je vais me sentir mieux dans mon corps, qui va mieux bouger, et du coup, il va y avoir l'émergence de sentiments positifs. Et à ce moment-là, je vais être porteur ou porteuse d'un projet. En 2009, 3 chercheurs américains ont fait une découverte extraordinaire et à ce titre, ils ont obtenu un prix Nobel. Ils ont découvert l'existence d'une enzyme, la télomérase, qui joue sur la longueur des télomères. Les télomères sont... Je vous lis les conclusions d'un des auteurs de l'étude qui a déclaré que le vieillissement n'est pas obligé de fonctionner dans une seule direction. Avec une modulation prudente, il peut être inversé. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis, comment vous est venu cet intérêt pour ce qu'on appelle couramment les médecines anti-âge, c'est-à-dire pour toutes ces techniques qui permettent de vivre plus longtemps en bonne santé? Dans un premier temps, ce n'est pas un intérêt pour les médecines anti-âge qui m'a motivé, c'était un intérêt pour des médecines complémentaires parce que j'étais dans l'impasse avec la médecine allopathique. J'avais déjà vécu une première expérience à la trentaine en tant qu'entraîneur national de judo en Côte d'Ivoire, où je devais effectuer une démonstration d'arts martiaux avec des armes réelles et où, à la suite d'une chute, je m'étais fait mal au dos. J'avais été voir le spécialiste du CHU d'Abidjan qui m'avait demandé ce que je faisais et qui m'avait dit, bien évidemment, qu'il fallait que j'arrête le judo et qui m'avait préconisé des anti-inflammatoires et qui m'avait certifié qu'il était hors de question que le dimanche, je puisse être opérationnel. Donc ma première expérience a été par le biais d'un acupuncteur vietnamien. J'ai fait l'expérience des aiguilles d'acupuncture et de la nutripuncture. Donc ma première expérience a été la médecine traditionnelle chinoise. Et il m'a remis sur pied en 48 heures et le dimanche, j'ai pu effectuer ma démonstration. Donc vous voulez dire qu'après avoir consulté ce médecin qui vous a prescrit des anti-inflammatoires, vous êtes allé consulter un médecin acupuncteur ou un acupuncteur? Dans la foulée, parce que j'ai refusé les anti-inflammatoires dans la mesure où il m'a dit que de toute manière je ne serais pas sur pied le dimanche. Moi je voulais quelqu'un qui répare la machine en 48 heures. Voilà. Après ma deuxième expérience, c'était un peu... Alors j'en avais une également où j'avais été opéré d'une épaule par une péridurale, donc j'étais conscient. Je voyais très bien sur l'écran de télévision ce qui se passait. Et là, j'ai trouvé que dans l'épaule, il y avait un petit point qui m'interpellait, l'existence d'un corps qui n'avait rien à faire là. Et j'ai demandé au médecin ce que c'était. Il m'a dit c'est une espèce de calcul, un peu comme lorsqu'on fait des calculs dans la vésicule biliaire, vous voyez. Je dis oui, oui. Mais je dis ça n'a rien à faire là. Il me dit non, non, je vais vous le liser, sous-entendu, je vais vous le sectionner, puis je vais vous l'aspirer. Mais je lui ai demandé, mais d'où ça vient ça? Il n'a pas été capable, entre guillemets, de m'apporter la réponse correcte. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'ai commencé l'écriture de mon livre, que j'ai compris l'existence de comment dirais-je, de ce petit corps bourré de calcium, etc. et tout, qui était dû à mon mode de vie probablement toxique. Et puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsque je me suis retrouvé suite à une fracture du 4e métacarpe, une collision en ski, je me suis retrouvé à la suite d'une orthèse qui avait été un peu trop contraignante, je me suis retrouvé avec la main droite quasiment paralysée. Il y avait eu une ostéoporose de l'avant-bras et la main ne répondait plus, elle ne fonctionnait plus, mon cerveau ne pouvait plus la commander, ma main était devenue morte. Et malgré toutes les piqûres que j'ai pu faire et l'approche allopathique, je n'évoluais pas dans la progression, dans le mouvement de ma main. Et donc là, ça m'a interpellé et c'est la thèse d'un kiné-ostéopathe qui préconisait une approche holistique. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser aux médecines holistiques. Donc je me suis intéressé à la médecine traditionnelle chinoise, à la médecine ayurvédique, par laquelle j'avais une entrée également par le fait que j'étais professeur de yoga.
Et là, j'ai compris ce qu'était une approche holistique et ça m'a permis de voir que c'était le mode d'entrée de toutes les maladies complexes. Et comme la plupart des maladies, qu'elles soient cardiovasculaires, que ce soit les cancers ou les maladies auto-immunes sont complexes, il faut effectivement avoir une réponse holistique à l'ensemble de ces maladies, qu'apportent les médecines complémentaires. Je prends un instant au milieu de cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte énormément pour nous. Alors si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo. Un simple clic sur le bouton d'abonnement et l'activation de la cloche vous permettront de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre soutien et maintenant, on reprend. Aujourd'hui, quand on parle d'inverser le vieillissement ou même de rajeunir, on nous dit que c'est impossible, que c'est de la science-fiction. Pourtant, les derniers travaux des spécialistes en vieillissement montrent que le corps a une fabuleuse capacité à rajeunir. Oui, alors effectivement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte scientifique ou autre, c'est difficile à accepter et il faut un temps de digestion. On pense aux premières transplantations cardiaques, quand l'homme est allé sur la Lune, tout ça, on pensait qu'effectivement c'était impossible. Impossible n'est pas français, disait Napoléon, ou ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, disait Mark Twain. En Californie, des chercheurs ont établi l'existence de 4 gènes qu'ils ont appelés les facteurs Yamada et ont eu la surprise de voir qu'en activant ces 4 gènes sur des souris, les souris rajeunissaient. Je vous lis les conclusions d'un des auteurs de l'étude qui a déclaré que le vieillissement n'est pas obligé de fonctionner dans une seule direction. Avec une modulation prudente, il peut être inversé. Inversé, le mot est lâché. Les résultats ont montré effectivement qu'en réactivant ces gènes, il était possible d'apporter un meilleur état cardiovasculaire, une colonne vertébrale redressée, une apparence plus jeune, une meilleure guérison en cas de blessure et surtout une durée de vie augmentée de 30%. Mais ce n'est pas tout. En 2009, 3 chercheurs américains ont fait une découverte extraordinaire et à ce titre, ils ont obtenu un prix Nobel. Ils ont découvert l'existence d'une enzyme, la télomérase, qui joue sur la longueur des télomères. Les télomères sont à l'extrémité des chromosomes, un peu à l'image des embouts plastiques que l'on retrouve à l'extrémité des lacets. Dites-moi Jean-Louis, ces télomères, quelle relation ils ont avec la longévité? Alors ces télomères sont directement liés à la longévité parce que à chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères se raccourcissent. Et quand la cellule ne peut plus se diviser, eh bien elle meurt. Donc il y a une relation directe entre les télomères, la longueur des télomères et la longévité. Et la télomérase, qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout ça? La télomérase, en jouant sur la longueur des télomères, va agir directement sur le processus de vieillissement, ou de l'anti-vieillissement plus exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que l'on peut agir sur le taux de télomérase. Un peu comme on appuierait sur un interrupteur. Exactement. Alors justement, nous avons reçu une question de Karine qui vient de Lyon et je vais vous la lire, Jean-Louis. Sa question est, si la longévité est inscrite au bout de nos chromosomes, est-ce que ça veut dire que tout ne dépend que de nos gènes et que nous ne pouvons pas agir dessus? Non, le tout génétique n'est pas satisfaisant. Il intervient globalement, comme ça a été prouvé dans la promotion, l'apparition des cancers et d'un certain nombre de maladies, que ce soit les maladies cardiovasculaires ou les maladies auto-immunes, il intervient entre 5 et 10%. Et par contre, 90% interviennent avec l'hygiène de vie, interviennent par notre mode de vie. Et ça, c'est fondamental parce que ça laisse un espoir en quelque sorte et c'est positif. Et cette influence de l'environnement extérieur sur les gènes, de l'activation de ces gènes par des facteurs de l'environnement extérieur, est donc quelque chose sur lequel on va pouvoir jouer. Et c'est l'existence de cette nouvelle discipline que l'on appelle en biologie l'épigénétique et qui montre que l'on peut avoir une influence positive sur l'évolution et sur la longévité. On peut donc activer nos gènes de la longévité, entre.
Oui, un peu comme à l'image d'un interrupteur, avec la position on et la position off. Et il ne tient qu'à nous de décider de mettre l'interrupteur sur la position on. Ça paraît vraiment presque trop beau pour être vrai. Est-ce que vous avez des exemples de ce qu'on peut faire pour activer ce fameux interrupteur? Oui, je ne vais pas tout dévoiler, mais par exemple, il a été prouvé que le microbiote déterminait la vitesse de vieillissement. Donc, il suffit de bien nourrir notre microbiote pour pouvoir choisir en quelque sorte la position on et la position off. Les études scientifiques ont également prouvé que pratiquer une activité physique régulière jouait sur la longueur des télomères. Donc, il suffit de pratiquer aussi une activité physique. J'en passe, il y en a d'autres. Je comprends. Donnez-moi des exemples peut-être un petit peu plus concrets de ce qu'on peut faire pour rallonger ces télomères. Des exemples de la vie courante. Est-ce qu'il y a des choses en nutrition ou des choses qu'il faudrait manger plus que d'autres? Alors, oui. Il y a un modèle que j'aime bien qui est celui de l'alimentation symbiotique qui prend en compte justement, et on en parle dans le programme et dans le livre, qui prend en compte l'existence de cette nourriture pour nos hôtes intestinaux, c'est-à-dire toute notre flore bactérienne que l'on appelle le microbiote. Si l'on mange des produits transformés, si l'on mange des produits laitiers, si l'on mange des produits qui contiennent trop de gluten, on va alimenter ce phénomène d'acidification, d'oxydation, qui va être justement la base du vieillissement cellulaire. Si par contre, on va vers un modèle symbiotique, c'est-à-dire un modèle qui va être composé de prébiotiques et de probiotiques que l'on va trouver essentiellement dans les fruits et les légumes et dans tous les produits lacto-fermentés et également dans certains compléments alimentaires, par exemple, on va alimenter notre flore microbienne. Et à ce moment-là, on va donc pouvoir jouer sur un des facteurs du vieillissement. Donc, si je schématise ou je simplifie à l'extrême, manger certains aliments ou manger d'une certaine façon nous permettrait de rallonger nos télomères et au contraire, manger d'autres aliments qui sont plutôt néfastes pour l'organisme raccourcirait ces télomères. Exactement. Au même titre que manger certains aliments peut faire grossir, manger d'autres peut faire maigrir. On peut jouer sur comme avec l'interrupteur. Ce que vous venez de me dire, Jean-Louis, me fait penser à une question qu'on a reçue d'une femme qui s'appelle Marie, qui vient de Toulouse et que je vais vous lire. Elle nous écrit « Je mange sainement, beaucoup de fruits et de légumes, peu de viande, des huiles végétales riches en oméga 3, mais je continue de me sentir en mauvaise forme. J'ai 68 ans, je suis souvent fatiguée, j'ai mal au dos. Je croyais qu'il suffisait de manger sainement pour être en bonne santé. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Marie ? Alors, je vais répondre à Marie, si elle est assise sur un tabouret qui n'a qu'un seul pied, elle risque de tomber. Et c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle choisit de manger sainement. Certes, une alimentation saine et vivante est fondamentale. Tout ce qu'elle fait, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. L'approche doit être multiforme. Les deux autres pieds du tabouret sont la pratique d'une activité physique, ça c'est quelque chose de fondamental. Et également, je vais y revenir par la suite, la pratique de ce que j'appelle des activités réflexives. C'est-à-dire que pratiquer une activité physique, le mouvement, est quelque chose de fondamental et peut permettre même à des gens qui ont une nourriture qui n'est pas aussi saine que la sienne d'être en pleine forme physique. Je pense à des sportifs de haut niveau qui ont 20 ans, qui se nourrissent mal et qui sont champions olympiques. Mais ça ne va pas pouvoir durer éternellement. Donc, la pratique d'une activité physique est fondamentale en ce sens qu'elle va permettre de développer tout le système ressources de l'individu, qu'elle va même permettre de jouer sur son microbiote, mais qu'elle va permettre également de jouer sur les 4 corps, c'est-à-dire à la fois le corps physique, le corps affectif, le corps mental, voire même le corps spirituel. Et la pratique d'activité physique, ou plutôt de pratique réflexive, je pense au yoga, je pense au qigong, je pense au tai chi, va permettre de résoudre les problèmes de stress, les problèmes de fatigue. Car si Marie se sent encore fatiguée, c'est que probablement elle n'arrive pas à lutter contre le stress également. Et donc là, il y a des techniques
ou des outils dans une boîte à outils que l'on va pouvoir trouver dans la yoga thérapie, qui vont permettre d'apprendre à mieux respirer, à mieux se concentrer, à méditer également, et qui vont pouvoir lui permettre d'être assis sur un tabouret à 3 pieds. Mais je dirais à Marie que c'est encore mieux d'être sur un tabouret à 5 pieds, c'est-à-dire que si elle apprend en plus de tout cela à gérer ses émotions et à ne vivre qu'avec des émotions positives, qui sont basées sur de l'empathie, sur de la compassion, sur de l'amour. Si, en plus de cela, elle pilote sa vie et qu'elle est maître quelque part de son cerveau, c'est-à-dire qu'elle sollicite l'activité cérébrale et elle décide de ce qu'elle va devenir, elle décide d'avoir un projet, mais elle décide également de vivre dans le présent, à ce moment-là, Marie sera assise sur un tabouret qui possédera non pas 1 pied, même 3 pieds, mais 5 pieds. Et là, elle sera vraiment très stable. Un tabouret très solide. Est-ce que vous pourriez me donner les noms de ces 5 pieds du tabouret? Donc, il y a l'aspect nutritionnel, si j'ai bien compris. Oui. L'aspect émotionnel. Alors, il y a l'aspect nutritionnel en premier. En deuxième, il y a comme nourriture le mouvement ou l'activité physique. Ça peut être la marche, ça peut être la natation, ça peut être le cyclisme, ça peut être plein de choses, mais j'ai cité ces 3-là parce qu'elles sont intéressantes sur le plan cardiovasculaire et qu'elles sont praticables très longtemps. Jeanne Calment s'est mis au vélo à l'âge de 85 ans. Si vous prenez Robert Marchand, il fait encore du vélo à l'âge de 107 ans. La natation, c'est une activité où l'on est porté par l'eau. Et donc, même avec un handicap, on peut nager. Quant au vélo, il évite toutes les secousses que l'on peut attraper en faisant de la course au niveau des traumatismes des genoux. Donc, ces 3 activités-là sont très intéressantes. La troisième, c'est effectivement les pratiques réflexives. Je pense surtout au yoga, parce qu'effectivement, c'est important de savoir respirer. C'est important de savoir se concentrer. Et la méditation, il a été prouvé, des études scientifiques ont prouvé que la méditation apportait plein de facteurs positifs. Vous m'avez donc cité 3 des pieds de ce fameux tabouret à 5 pieds. Quels sont les 2 derniers? Alors, le 4e, c'est celui de la gestion des émotions. Parce que quand on est envahi par des émotions négatives, comme la peur ou la colère, rien de bon ne peut se faire. Par contre, si l'on est animé par des sentiments d'empathie, de compassion, des sentiments d'amour, à ce moment-là, on est positif. Et le dernier pied du tabouret? Le dernier pied du tabouret, c'est celui d'une activité cérébrale. Au même titre que l'on a parlé de l'activité physique tout à l'heure, qui permet de jouer sur la longévité, l'activité cérébrale également va reculer les limites de la longévité. Et des études scientifiques ont été faites également qui prouvent que l'on peut en quelque sorte muscler son cerveau. Je comprends. Donc il faudrait conseiller à Marie d'avoir une approche globale de sa santé. Exactement. Parce que cette approche holistique, c'est celle que moi j'ai eue quand il a fallu que je lutte contre cette algoneurodystrophie. Mais cette approche holistique, c'est celle que n'importe quelle personne doit avoir lorsqu'il a une maladie cardiovasculaire, lorsqu'il a un cancer, lorsqu'il a une sclérose en plaques ou lorsqu'il a un autisme. On s'aperçoit que notre médecine allopathique n'a pas cette approche holistique, contrairement aux médecines ayurvédiques ou à la médecine traditionnelle chinoise, et c'est un peu là qu'elle entre dans une impasse. Je comprends. C'est sur ces bases que vous avez développé un programme absolument inédit sur lequel nous reviendrons dans un instant. J'aimerais d'abord revenir sur certaines questions de nos lecteurs. Jean-Pierre, par exemple, nous parle de sa surcharge pondérale et de ses problèmes d'hypertension. Catherine nous parle de ses problèmes d'articulation et d'arthrose. Beaucoup de personnes en fait, nous demandent s'il est possible d'agir sur ces maladies. Oui, effectivement. Jean-Pierre a 2 des 20 facteurs d'émergence des maladies cardiovasculaires. Une légère surcharge pondérale et une hypertension. Catherine et Jean-Pierre ont les manifestations de la conséquence d'un mode de vie un peu trop toxique.
c'est-à-dire les conséquences d'une acidification, d'une glycation, d'une oxydation en général. Et donc, la réponse, j'allais dire, c'est le trépied que nous avons évoqué, c'est-à-dire une meilleure alimentation, c'est un peu plus de mouvement, parce que si Jean-Pierre est en légère surcharge pondérale, c'est qu'il n'équilibre probablement pas la balance apport énergétique, dépense énergétique, et qu'il ne bouge probablement pas suffisamment assez. Donc une activité physique plus intense lui permettrait de réduire Exactement. cette surcharge Quant à Catherine, et surtout si elle a des problèmes d'articulation, c'est le moment ou jamais de bouger. Et même pour les gens, parce que Jean-Pierre n'a pas encore la maladie cardiovasculaire, mais il est en amont. Mais même pour les gens qui ont une maladie cardiovasculaire, le mouvement est fondamental. Donc c'est la raison pour laquelle j'en reviens à ce deuxième pied du trépied, qui est l'activité physique qui est fondamentale. Parce que ne serait-ce que de marcher 1 heure tous les jours, les études scientifiques ont prouvé que ça baissait de 25% l'obésité. Est-ce que vous pourriez donner des conseils précis à Jean-Pierre et Catherine? Oui, bien sûr. À Jean-Pierre, tout d'abord, qui a une légère surcharge pondérale, c'est de faire des choix alimentaires, et notamment avec la notion d'index glycémique qui caractérise certains aliments. Donc il faut que Jean-Pierre écarte les aliments qui ont un index glycémique trop fort. Vous pourriez me donner quelques exemples? Par exemple, la pomme de terre, qui n'est ni plus ni moins que de l'amidon, le sucre blanc, les pâtisseries, les pâtes, le riz, tout ça sont des aliments à index glycémique trop élevé. Pour l'hypertension, c'est important de supprimer le sel, ou de le diminuer tout du moins très fortement. Pour éviter de grossir, et pour l'hypertension, j'en reviens également aussi à l'activité physique, mais aussi aux pratiques réflexives. Merci. Et pour Catherine? Alors Catherine, qui a des problèmes articulaires, elle relève d'un processus d'acidification et d'inflammation qui vient du fait d'une alimentation qui est trop carnée, où il y a trop de produits laitiers, trop de fromage, mais également trop de gluten, donc trop de céréales d'une manière générale, seigle, avoine, blé, orge. Et donc, il faut qu'elle limite ou qu'elle diminue drastiquement la consommation de ces aliments. Et puis, j'en reviens à la même chose, plus on a mal aux articulations, plus on a mal au dos, plus il faut solliciter le dos, plus on a mal aux articulations, plus il faut solliciter les articulations. Il faut appuyer là où ça fait mal, en quelque sorte. Exactement, mais il faut appuyer doucement, il ne faut pas appuyer trop fort. Et donc, j'en reviens à la notion d'activité physique. Il faut bouger, parce que le secret, c'est le mouvement. Et j'en reviens à la notion d'activité réflexive. Par exemple, pour Catherine, ce serait bien de s'inscrire à un cours de yoga où elle va pouvoir pratiquer des postures, où elle va pouvoir faire jouer les articulations dans toute leur amplitude, où elle va pouvoir retrouver de la mobilité et de l'amplitude articulaire. Merci pour ces conseils, Jean-Louis. Je suis sûre que Jean-Pierre et Catherine vous écoutent ce soir. J'ai une autre question de Joël, et qui d'ailleurs n'est pas la seule à nous poser ce type de questions. Je vous la lis. Joël a 57 ans et elle nous dit « J'ai des rides, je me sens vieille, je n'ose plus me regarder dans le miroir. Connaissez-vous un moyen de me sentir plus jeune et plus séduisante ?» Alors Joël ne pense pas bien. En fait, on devient ce que l'on pense. Donc si l'on pense que l'on est vieux, forcément on fait le constat que l'on devient vieux. Et on va vivre vieux. Mais on peut prendre aussi le problème donc à l'inverse, c'est de dire je vais passer par la case alimentation, je vais perdre quelques kilos, je vais me sentir mieux dans mon corps, qui va mieux bouger, et du coup il va y avoir l'émergence de sentiments positifs. Et à ce moment-là, je vais être porteur ou porteuse d'un projet qui va faire que je vais être dans la dynamique. Et à ce moment-là, je me sentirai plus jeune. Donc se sentir plus jeune ou éviter de vieillir, c'est passer par la case alimentation. On en a déjà parlé. Il y a des aliments qui sont vieillissants, il y a des aliments qui sont rajeunissants. Je pense à tous les fruits et légumes qui sont des antioxydants.
Et je pense également à tous les aliments lactofermentés qui sont dans notre pyramide symbiotique ou qui sont dans notre modèle atoxique. Et puis, pareil, pour Joël, faire une activité physique, se remettre dans le mouvement, va lui permettre de se réconcilier avec son corps. Parce que, en fait, il faut s'aimer soi-même. Et si l'on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas aimer les autres. Et ceci est important parce que on ne peut pas se sentir bien dans sa tête si on ne se sent pas bien dans son corps. Je comprends. Dans le cas de Joël, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une grande part de perception de soi-même qui joue sur, bien sûr, le fait que Joël se sent vieille. Est-ce que c'est le troisième des pieds, du trépied de Joël, ces émotions positives ou négatives que vous évoquiez tout à l'heure? Oui, il faut que Joël renverse la vapeur. C'est ça. Parce que, comme le disait Marthe Nightingale, on devient ce que l'on pense. Donc si effectivement, quand on se regarde dans le miroir le matin, on dit « je ne me plais pas », eh bien on va vivre toute la journée avec cette émotion négative et qui va traîner, qui va être persistante, « je ne me plais pas ». Si par contre on se regarde dans le miroir et on dit « bon, je vais attaquer un programme où je vais prendre le taureau par les cornes, je vais perdre les quelques kilos qui ne me conviennent pas », je vais peut-être prendre quelques compléments alimentaires pour genre glycine pour favoriser la production de collagène et enterrer mes rides, non pas de l'extérieur avec des crèmes maquillantes, mais par l'intérieur. À ce moment-là, je vais être dans un programme qui va être dynamogénique. Parce qu'en fait, tout est là. Si j'ai un projet, celui de rajeunir, ou si j'ai un projet, celui de perdre du poids, si j'ai un projet, peu importe le projet que j'ai, si j'ai un projet, je donne du sens à ma vie. Et à ce moment-là, c'est positif. Et d'ailleurs, cette notion de projet est une notion centrale dans votre programme. Vous en parlez de ce projet comme d'une étincelle finalement qui permet de déclencher un effet de changement sur notre vie. Et vous en parlez assez longuement tout au début de votre programme. Alors ce programme, venons-en. C'est un programme qui est à ma connaissance complètement inédit et un programme tout à fait nouveau en Europe. Il permet, si l'on le suit, de freiner le vieillissement et d'augmenter sa durée de vie en bonne santé. Parlez-nous de ce programme, de quoi s'agit-il, à qui s'adresse-t-il? Voilà. Alors, il y a la notion effectivement de projet et la notion de programme. Sartre disait « l'homme n'est rien d'autre que son projet ». Et un projet est un ensemble articulé d'objectifs et de moyens. Donc une fois que l'on s'est fixé un objectif et que l'on se donne les moyens, à ce moment-là, on peut atteindre son projet. Donc moi, j'ai essayé dans le programme de me mettre au niveau des moyens. Donc ce programme va répondre à un certain nombre de problématiques qui peuvent être diverses. Je peux par exemple vouloir perdre du poids. Je peux vouloir récupérer une santé qui a été défaillante ou passagère. Je peux vouloir prévenir des maladies chroniques de civilisation, mais je peux vouloir aussi en guérir. Je peux vouloir optimiser tout simplement ma santé, comme je peux pouvoir aussi tout simplement optimiser le summum de la santé, c'est-à-dire la superforme. Là, je m'adresse à des sportifs de haut niveau. Donc on voit que ce programme est quelque chose qui est très large et que l'éventail des personnes intéressées est considérable. C'est un programme vidéo, Jean-Louis. Oui, c'est un programme d'une 50aine de vidéos, dont un certain nombre de vidéos que j'appellerais théoriques. Il faut faire un petit peu cette comparaison. Vous venez de recevoir un appareil avec le mode d'emploi et puis avec un certain nombre d'outils dans l'appareil qu'il va falloir reconstruire pour pouvoir donner de la vie à tout cela. Donc, sans un socle de connaissances au préalable, il est difficile de changer, de transformer les habitudes que l'on a, parce que tout le problème va être d'appuyer sur le bouton Start. Donc, il est nécessaire pour moi d'acquérir un certain nombre de connaissances théoriques que je m'efforce de simplifier, parce que, on le dit souvent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si l'on n'a pas intégré le pourquoi de la transformation, on ne pourra pas appuyer sur le bouton Start. D'où la nécessaire passage
par un certain nombre de vidéos théoriques qui vont expliquer ce qu'est le système ressources, ce qu'est le microbiote, comment émergent les maladies chroniques de civilisation, comment on peut, et pourquoi un mode de vie toxique engendre ces phénomènes d'acidification, de glycation, d'inflammation et d'oxydation, et pourquoi les maladies sont une réponse finalement, sont consécutives à ce bruit de fond que l'on retrouve et qui est l'émergence d'un mode de vie toxique. Si l'on n'a pas compris cela, on ne peut pas appuyer sur la touche Start. Et puis, il y aura également un certain nombre de vidéos d'ordre plus pratique qui permettra de mettre en œuvre un certain nombre d'activités physiques comme la marche, la natation, le cyclisme, ou des pratiques réflexives comme le yoga, la respiration, la méditation. Et donc ce programme est fait à la fois de théorie et de pratique. Vous avez donc construit ce programme comme une véritable boîte à outils, avec un mode d'emploi. Le mode d'emploi pour mieux comprendre son corps et les outils pratiques pour faire des changements concrets dans notre vie. Exactement. Pourriez-vous me donner quelques exemples de ces outils pratiques que vous évoquez? Oui, alors par exemple, si on se met sur le premier pied du tabouret, dans la case alimentation, tout va passer par le fait de changer ses habitudes quand on fait les courses. J'ai eu l'idée de connoter les aliments avec 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. 1 étoile, c'est pas bon, c'est nocif. C'est ce qui caractérise la pyramide toxique. 2 étoiles, ce sont des aliments qu'il faut privilégier dans son alimentation, mais qui ont aussi quelques inconvénients. 3 étoiles, là, il faut en abuser, il n'y a aucun problème. On va retrouver ces aliments 3 étoiles dans notre pyramide semi-atoxique et dans la pyramide atoxique. Donc, tout passe par quels sont les aliments qui ont 3 étoiles. Où les trouver, où les acheter, tout ça, il y a des réponses dans le programme. Ensuite, si l'on prend le deuxième pied de l'activité, au niveau des activités physiques, j'explique un petit peu, par exemple, si l'on prend la marche, la randonnée, j'explique le bienfait de ces activités, mais également les techniques, parce que ce n'est pas si facile que ça de marcher, contrairement à ce que l'on pense. Ça peut être tout naturel, comme ça peut être une marche un petit peu plus élaborée. Donc j'essaye d'apporter dans les vidéos pratiques mes compétences à ce niveau. Ça peut être également, dans le troisième pied du tabouret, des compétences d'ordre le nettoyage du nez, par exemple, à faire le matin. Ça, c'est très intéressant parce que on ne peut pas débuter, enfin moi je ne peux pas débuter la journée si je n'ai pas fait un nettoyage du nez. Donc dans ce programme, il y a la technique de nettoyage du nez. Mais il peut y avoir également comment concevoir son petit déjeuner. Ou il peut y avoir également comment concevoir un vrai repas, le repas de midi ou le repas du soir. Merci Jean-Louis. J'en viens à une question de Richard qui vient de Paris et qui nous dit « J'ai l'impression que c'est trop tard pour changer, j'ai 75 ans. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Richard? Qu'il est jeune, 75 ans c'est jeune, c'est pas trop tard, au contraire. Jeanne Calment a commencé, je crois, le vélo à l'âge de 86 ans et il y a des gens qui prouvent qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. En fait, l'âge, c'est dans la tête. On dit souvent on a l'âge de ses artères, on a l'âge, mais on a surtout l'âge de ce que l'on pense. Alors, on peut vieillir. La vieillesse, elle est là, elle s'installe. Ce qui est inadmissible, c'est de devenir sénile. Et donc, on ne peut pas se permettre de penser en disant « je suis trop vieux pour faire ceci » ou « je suis trop vieux pour faire cela ». Au contraire, il faut profiter de cette étape que l'on appelle la vieillesse de manière à la rendre non pas péjorative ou négative, parce que quand on est vieux, c'est quand on est à la retraite, à 75 ans, on dispose de tout le temps que l'on veut. Les enfants sont élevés, il reste peut-être des fois le souci des petits-enfants. Mais on dispose de temps pour aller choisir ses aliments, faire les courses, cuisiner à la vapeur. Ce n'est pas comme lorsque l'on est dans la vie active, on dispose de temps pour faire une activité physique, on dispose de temps pour aller s'inscrire à un cours de yoga. Donc non, l'âge n'est pas du tout un obstacle. Au contraire, plus on est âgé, plus on a de temps et on peut se permettre, par exemple, on pense que
quand on est âgé, on ne peut plus faire de la musculation, on ne va plus gagner de muscle. C'est complètement faux. On peut continuer de gagner du muscle, simplement, ça va être plus lent et plus long comme processus. On pense également que quand on a 75 ans, on ne peut pas se lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère ou dans le fait de voyager dans le monde entier. C'est complètement faux. Moi, je voyage dans le monde entier et si demain je dois apprendre le chinois, je vais appuyer sur la touche Start. Il suffit de le décider. En fait, le matin, quand on se lève et quand on se regarde dans la glace, on dit voilà, j'appuie sur la touche Start. D'ailleurs, Jean-Louis, vous êtes l'exemple, le meilleur exemple du fait que l'âge n'est pas un facteur limitant. Oui, effectivement, il ne faut pas que ce le soit, parce que si on commence à raisonner comme ça, on est mort. Alors l'âge n'est pas un facteur limitant, effectivement. Moi, personnellement, j'ai certains projets, comme de faire 3000 km à vélo, avec un vélo de randonnée, à mon allure, bien sûr. Enfin, la dernière fois, c'était quand même 100 km par jour, et c'était à l'âge de 70 ans. J'ai encore comme projet de faire des sommets, même si ce n'est pas 7000 mètres, ce sera peut-être un peu moins, mais pourquoi pas, 6500 mètres. Et effectivement, donc l'âge n'est pas un facteur limitant, parce qu'en fait, c'est fabuleux de penser que l'on peut continuer de pouvoir faire les choses, parce que le fait même de penser qu'on peut continuer à faire ces choses va être dynamogénique et va nous entraîner. Ça va nous empêcher de rester dans les starting blocks. Et moi, j'ai l'occasion de parcourir le monde avec le sac à dos, de découvrir des pays, des cultures, des systèmes alimentaires complètement différents, des manières de penser différentes, des cultures différentes, des religions différentes. Et je me retrouve régulièrement dans des auberges de jeunesse. Et je trouve ça fabuleux que de me retrouver immergé avec de la jeunesse, parce qu'en fréquentant des jeunes, on reste jeune finalement. Merci. J'ai aussi Claire qui vient de la région d'Avignon et qui nous demande j'ai peur de ne pas réussir à changer mes habitudes. Souvent, les conseils qu'on nous donne sont trop difficiles à suivre et j'abandonne rapidement. Vous nous avez dit que tout le monde peut suivre ce programme. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des connaissances en particulier ou des connaissances médicales? Est-ce qu'il faut un certain niveau de volonté pour s'atteler à ce programme? Alors, il n'y a pas besoin d'un certain niveau intellectuel ou de connaissances scientifiques pour commencer ce programme. Par contre, il y a besoin d'un certain niveau de volonté, effectivement, parce que la motivation, c'est ce qui est au cœur, c'est ce qui est au centre de la bulle ressource dont je parle, que j'ai modélisée dans le livre et dans le programme, parce que rien de grand ne peut se faire sans motivation. Si l'on n'est pas motivé pour s'engager dans un projet, on n'obtiendra pas les facteurs de transformation. Donc, les sources de motivation peuvent être extrinsèques, elles peuvent être également intrinsèques, mais c'est fondamental. Ce qui est fondamental également, c'est de dire je vais me lancer dans ce processus de transformation, ça va prendre du temps, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, parce qu'en fait, on vit sous le poids de programmes alimentaires inconscients. On vit sous le poids des habitudes, qu'elles soient alimentaires ou qu'elles soient d'ordre général. Et c'est la remise en cause de son existence, peut-être même de son essence, qui est fondamentale. Et pour cela, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une grosse dose de motivation. Alors bien sûr, quand on a fait un AVC, quand on apprend qu'on va avoir un cancer, quelque part, ça peut être une source de motivation. Et souvent, des gens, j'en ai rencontré beaucoup, qui avaient contracté un cancer et qui remerciaient quelque part la maladie, parce que souvent, la maladie, c'est le mal a dit, qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'aborde un processus de transformation de ma vie, parce que je n'étais pas sur les bons rails. Et ça, c'est fondamental. Mais pourquoi attendre d'avoir un AVC? Pourquoi attendre d'avoir un cancer pour décider de changer, d'aller sur les bons rails? C'est ma stratégie, plutôt à moi. Je me mets plutôt en amont dans la prévention qu'en aval. Donc à partir du moment où un participant ou une participante a cette volonté, cette motivation de départ, votre programme les permet d'être guidés pas à pas dans un programme leur permettant d'améliorer leur santé
au global. Oui, je crois qu'il faut jouer sur le facteur temps. Je me souviens, étant professeur de yoga, de la réflexion de certaines personnes qui faisaient du yoga avec moi depuis 6 mois et qui s'étonnaient que leur colonne vertébrale ne leur répondait pas à 200%, comme celle de quelqu'un qui a 20 ou 30 ans de moins. Et je leur répondais régulièrement qu'ils avaient mis 50 ou 60 ans à fabriquer leur colonne vertébrale telle qu'elle était devenue, sous-entendu raide. Et on pourrait faire l'image sur le plan du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a également des gens qui, sur le plan intellectuel, sont des systèmes fermés. Ce sont des gens qui sont devenus raides, et souvent la raideur physique va avec la raideur psychologique, et réciproquement. Et on ne peut pas retrouver la souplesse ou les articulations de quelqu'un de 20 ans lorsqu'on en a 60 ou 80. Par contre, on sait que l'on va gagner. L'essentiel, c'est de dire « je m'inscris dans un processus sur le long terme ». Ça me fait penser un petit peu au régime, vous savez, les fameux régimes miracles où il faut perdre du poids. On sait très bien que ces régimes-là vont à la catastrophe, que ça ne peut pas marcher. Si je veux perdre du poids intelligemment, je vais m'inscrire dans un processus sur le long terme, en supprimant les aliments à index glycémique élevé, en supprimant les produits laitiers, en supprimant le sucre, en supprimant le sel, en faisant un petit peu plus de sport, etc. Si je perds 1 ou 2 kilos, alors déjà, si je supprime tous les produits laitiers, si je supprime les produits dans lesquels il y a du gluten, et si je fais un petit peu attention à réduire ma consommation de produits à index glycémique élevé, il est sûr et certain que, en l'espace de 6 mois à 1 an, je vais perdre 3-5 kilos, selon l'endroit où je suis parti. Mais ce qui est fondamental, c'est de s'inscrire sur le long terme, c'est-à-dire non pas dans un régime limité dans le temps, mais dans un programme qui s'inscrit dans le long terme. Jean-Louis, comment allez-vous guider les participants à travers ce programme? Alors, je crois que la meilleure réponse, c'est de dire je vais les accompagner, les prendre par la main et partir d'un point A pour aller jusqu'à un point D, mais en passant par les points B et par les points C. Il ne faut surtout pas chanter certaines étapes, il ne faut surtout pas vouloir aller plus vite que la musique. Par exemple, sur le plan alimentaire, si quelqu'un fonctionne, ce qui est le cas de 90-95% des Français, sur la pyramide toxique, c'est-à-dire une pyramide où les choix alimentaires se basent essentiellement sur des féculents, sur des produits laitiers, du fromage, de la viande, un peu d'alcool, et puis la cigarette, pourquoi pas, et puis la sédentarité. Eh bien, on va passer de ce modèle-là à un modèle performant en passant par des modèles transitoires que sont le modèle hypotoxique et que sont le modèle semi-atoxique. Quoique le modèle semi-atoxique, s'il devient définitif, ce serait déjà très bien. Et donc ça va passer par un phénomène de guidage qui va permettre de dire je passe d'une étape 1 à une étape 2. Pareil sur le plan des activités physiques ou sur le plan des pratiques réflexives. Si je me base sur le plan des pratiques réflexives, je donne quelques outils où l'on apprend à respirer tout simplement ou comment nettoyer son nez. On ne devient pas prof de yoga du jour au lendemain, mais on peut très bien maîtriser certaines techniques de yoga qui vont être utiles à la vie de tous les jours et permettre de lutter contre le stress. Et là, je donne aussi des outils qui vont, j'allais dire, de manière progressive. J'ai d'ailleurs moi-même testé votre technique de respiration matinale et je dois dire qu'elle est époustouflante. On se sent vraiment mieux en quelques minutes. C'est bien. Technique où l'on fait une instillation nasale ou avec un peu de l'eau de mer, etc. Et tout. Oui. Oui, c'est fondamental. Puis on termine par une respiration alternée. C'est ça. Oui. C'est dynamogénique, ça permet de remplir les poumons d'oxygène, de déplisser les alvéoles et ça donne de l'énergie pour toute la journée. Eh bien, merci Jean-Louis d'être venu nous rendre visite aujourd'hui et d'avoir participé à cette interview. Je suis certaine que nos spectateurs, qui sont nombreux, ont hâte de découvrir votre programme. De rien, c'était un plaisir.